Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. C'est la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Dans quelques instants, un invité, David Moziel, médium. Nous parlerons de la méthode Chrysalide. À tout de suite. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. David Moziel, bonjour. Merci de participer à la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Bonsoir, merci pour l'invitation surtout. Alors, vous êtes écrivain, fondateur de la méthode Chrysalide. Vous êtes thérapeute et médium. Pour commencer, comment avez-vous découvert votre médiumnité? Alors, ma médiumnité, c'est un long trajet, mais la première étape, c'est suite à une opération au cours de laquelle j'ai fait une expérience de mort imminente. Après celle-là, il y a j'ai envie de dire des ressentis qui ont commencé à apparaître, des intuitions, et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à développer ça d'abord avec l'utilisation du tarot, et puis petit à petit, les ressentis sont devenus un peu plus présents, ce qui m'a amené à ne plus utiliser du tout de support depuis quelques années en réalité. Et cette expérience de mort imminente, parce que nous on est très intéressés ici, on fait beaucoup d'émissions sur le voilà, elle s'est passée comment? C'est durant une opération en fait où j'ai eu, moi j'ai ressenti en fait une descente et pas une montée, contrairement à beaucoup de gens, ce qui fascine d'ailleurs beaucoup de chercheurs dans le domaine des NDE. Donc en fait je me suis vu descendre de la table d'opération et en fait j'ai vu les pieds des chirurgiens et tout ça, et puis je me suis retrouvé face à une sorte de, j'ai envie de dire un jury, si je prends les mots qui me viennent, c'est une sorte de jury qui me demandait un petit peu ce que j'ai fait de ma vie, ce que je pouvais peut-être encore continuer à faire. Et puis parmi le jury, dans mes souvenirs, il y avait 8 personnes. Il y en a un qui a dit on te renvoie et tu vas aider les gens. Et en fait c'est le dernier souvenir que j'ai de tout ça, mais je m'en suis pas souvenu directement après l'opération. Ça m'est réapparu par des séances d'hypnose. Je comprenais pas pourquoi après cette opération je n'arrivais plus à dormir la nuit. Donc en fait j'ai fait de l'hypnose, et pendant ces séances d'hypnose j'ai revécu complètement l'opération, la douleur, j'ai revécu aussi les expériences de mort imminente que j'avais faites, et donc depuis lors j'ai ressenti pas mal de choses. Aujourd'hui avec le recul, ça fait plus de 23 ans maintenant, j'ai l'impression que ces intuitions étaient déjà latentes avant, mais qu'elles se sont vraiment exprimées après cette expérience. Et donc voilà le parcours, et puis c'est vrai que c'est tout un cheminement par la suite pour apprendre à accepter les capacités, pour apprendre à les développer, à les utiliser, à savoir s'en servir, etc., etc. Lors de cette NDE, vous n'avez rencontré personne, à l'exception justement de ces personnes qui vous ont renvoyé. C'est ça, j'ai rencontré le jury, moi je l'appelle le jury parce que je trouve ça... c'est un peu l'image parce que j'étais devant... C'est un peu comme un tribunal, mais je me sentais pas jugé, mais j'étais devant en fait je sais plus comment on appelle ça maintenant, là où les professeurs sont surélevés souvent. Une extrade. C'est pour ça que je l'appelle le jury, une extrade, voilà, c'est ça. Alors depuis, comment s'exprime votre médiumnité? Alors ça a été plusieurs étapes aussi, parce que plus je pratique, plus elle s'exprime de manière, on va dire, naturelle, mais au départ c'était des intuitions qui me passaient du style, je me souviens la plus flagrante et la première qui m'a remise en question, j'étais avec un ami dans un café bruxellois, et je voyais une voiture passer à toute vitesse, et je lui ai dit, dans celle-là, dans 20 minutes, elle passe sur une dépanneuse, et genre une demi-heure plus tard, la même voiture à moitié emboutie sur une dépanneuse. Au départ, je me suis un peu interrogé, et puis j'ai appris les tarots, et pendant que je pratiquais les tarots, en fait, je m'entraînais souvent sur mes collègues, je tirais les cartes, je lisais les cartes, et je disais à des gens, mais tu vas me prendre pour un fou, c'était ma phrase favorite, mais en plus de ce que les cartes disent, il y a ça qui me passe par la tête. Et parfois, pas tout le temps, mais les gens me disaient oui, ça me parle, c'est aussi un projet qu'on a pour l'instant, ou alors non, ça me parle pas du tout, mais on verra bien. Et donc de fil en aiguille, ça a commencé à apparaître au travers de l'usage du tarot. Donc je pense, moi, avec mes recherches et mon recul, que l'usage du tarot en fait a permis le développement des intuitifs.
Et de par là, petit à petit, le tarot a commencé à me... C'est pas qu'il me contredisait, mais je trouvais qu'il n'était pas assez précis par rapport aux intuitions que j'avais. Et donc, naturellement, je l'ai abandonné pour laisser mes ressentis, on va dire, s'exprimer de manière naturelle. Et puis, de fil en aiguille, d'abord, c'était de l'écriture automatique, et puis c'était ce qu'on appelle la canalisation. Donc, j'étais en état de transe et je laissais parler des entités à travers moi. Puis petit à petit, ça s'est développé, où j'étais à l'écoute, en fait, parce que j'entends mes guides me parler. J'étais à l'écoute des guides qui me parlaient, et de fil en aiguille, aujourd'hui, j'en suis au stade où j'ai une projection mentale, en fait, de l'énergie des gens. Et la méthode Chrysalide, d'ailleurs, est basée là-dessus. Et donc, j'ai une projection de l'énergie des gens dans laquelle je lis. Et puis, en plus, je reçois des informations de mes guides. Et en plus, je reçois des informations des gens qui viennent me voir parce qu'eux-mêmes, au niveau inconscient, me parlent et me demandent de les mettre face à ce qu'ils ont à travailler, à évoluer, etc. Alors nous allons parler de la méthode Chrysalide. Qu'est-ce que la méthode Chrysalide ? C'est une méthode que j'ai mise au point pour une raison toute simple. Je ne comprenais pas pourquoi les gens revenaient systématiquement pour avoir des informations sur le futur. À la base, je suis voyant et en fait, je travaillais le futur, donc je donnais des informations, des prédictions aux gens. Et à un moment, je comprenais pas pourquoi les gens me posaient systématiquement les mêmes questions. Et je me suis dit, il y a un problème. Et en fait, j'ai commencé à m'interroger sur ce problème et ce que j'ai constaté, c'est qu'en fait, souvent, les gens avaient besoin d'être rassurés. Donc, de fil en aiguille, j'ai acquis des outils, j'ai étudié différentes formes de thérapie qui me permettaient d'être beaucoup plus précis, de donner des outils aux gens pour pouvoir s'en sortir par eux-mêmes, pour devoir être moins dépendants des médiums, des voyants et autres. Et j'ai mis la méthode Chrysalide au point tout simplement parce que pour moi, c'était naturel de permettre aux gens de sortir de leur cocon et d'apprendre à vivre naturellement. Et aujourd'hui, en fait, le travail précis de la méthode Chrysalide consiste à travailler sur tous les blocages karmiques, donc les vies antérieures, tout ce genre de choses. Ce qu'on appelle le processus d'incarnation, en d'autres termes, ce que les gens viennent travailler sur Terre pour pouvoir évoluer et avancer. Elle se base sur un travail énergétique qui est parallèle au travail oral, on va dire. Elle se base aussi sur tout ce qui permet aux gens en fait de comprendre leur poids transgénérationnel, leur blocage d'expérience, ce qui les empêche d'exister, les peurs, les stratégies de vie, etc. Et en fait, c'est tout naturellement que je l'appelais Chrysalide parce que je trouvais que l'image était belle. C'est vrai qu'on voit beaucoup de chrysalides partout, mais je trouvais que l'image était vraiment très belle. Alors, je suppose que vous travaillez sur les différents corps subtils. Alors aujourd'hui, je travaille sur les corps subtils qui sont plus proches de l'âme. Ouais. Donc en fait, moi, je fais ce qu'on appelle communément une lecture d'âme. Donc je travaille sur les corps, essentiellement sur le corps mental et sur les corps bouddhiques et divins qui sont en fait les corps sur lesquels se situe l'âme. Et donc en fait, le travail énergétique va permettre à l'âme d'être beaucoup plus en connexion avec le corps et le corps d'être plus en connexion avec l'âme. On pourrait rappeler pour les auditeurs qui ne sont pas avertis ce que sont les corps subtils. Alors les corps subtils sont en fait, c'est toute l'enveloppe énergétique qui recouvre le corps physique. On a un corps physique qu'on voit dans le miroir, mais autour de nous, il y a tout un système énergétique qu'on appelle les corps subtils, c'est l'aura, en d'autres termes on appelle ça l'aura. L'aura va regrouper en fait les corps subtils, et tous ces corps subtils en fait sont reliés au corps physique, et chaque couche, il y en a... Certains pensent qu'il y en a 7, moi j'en vois 21 en fait de couches, je vois 21 chakras et 21 couches énergétiques, et en fait ces corps subtils vont transmettre des informations au corps physique. Certaines informations vont être reliées au mental, c'est-à-dire à tout ce qui touche aux pensées, on va dire aux tracas du quotidien qui ont tendance à nous pourrir un petit peu physiquement, à nous fatiguer. Et d'autres informations sont beaucoup plus proches de notre karma, nos vies antérieures, et celles-là sont beaucoup plus situées sur les couches supérieures qui sont les couches reliées à l'âme. Et en fait, tout ça communique avec nous, mais on n'est pas forcément à l'écoute de ça, tout simplement parce que, de un, on prend pas le temps, de deux, on n'apprend pas vraiment à l'école de devenir quelqu'un qui est à son écoute. Donc finalement, moi, mon travail va consister à permettre aux gens d'être beaucoup plus en accord avec ça et d'être plus à l'écoute d'eux et de ce que leur corps subtil et énergétique ont besoin de leur dire, tout simplement. Enfin, tout simplement. Voilà, quoi. Alors, selon vous, quand on a perdu le corps physique, que deviennent ces corps subtils ? D'après moi, il y a plusieurs cas probables. Alors, les cas les plus probables, c'est que dans un premier temps, ils se regroupent, ils se réunissent pour ne former plus qu'une seule énergie, qu'on va appeler communément fantôme, et qui vont en fait donner une projection, mais un peu vaporeuse de notre corps physique tel qu'il était. Et pendant les premiers temps après la mort, le fantôme, entre guillemets, l'âme ou l'esprit, va graviter autour de son environnement parce que il
il y a de la peine d'avoir quitté ses proches, de voir ses proches pleurer. Et puis de fil en aiguille, les corps subtils vont en fait revenir à leur source, au divin, à ce qu'on appelle le paradis communément aussi, pour pouvoir en fait se nettoyer de la vie antérieure qu'ils viennent de vivre ce qu'on appelle dans la religion le jugement dernier, que moi j'appelle plutôt en fait un entre-vie, c'est-à-dire, ça vient pas de moi le terme, ça vient de Canon et de Newton, mais l'entre-vie c'est où on va dire voilà, tu as vécu telle incarnation, normalement tu as vécu telle expérience, tu aurais dû plutôt agir comme ça, mais tu as agi différemment. Donc on te propose, et ça se passe avec nos guides principalement, on te propose de retourner dans une autre incarnation, passé ou futur, parce que le temps n'existant pas, on peut remonter dans son passé aussi pour vivre une incarnation, par exemple, au XVe siècle, pour pouvoir revivre cette expérience différemment et voir comment tu t'en sors dans cette expérience. Voilà, ça c'est vraiment les étapes schématisées. Maintenant, il y a plein de possibilités aussi. Il y a des âmes errantes, ce sont des âmes qui vont plutôt rester sur Terre parce qu'elles aiment bien la matière, elles aiment bien être proches de toutes les personnes qui sont dans la matière. Il y a des âmes perdues, elles savent pas qu'elles sont mortes parce que la mort était trop brutale, un accident, ou un assassinat, et ça c'est un peu le schéma de Ghost en fait. Ah oui, très bien illustré. C'est une âme perdue qui a encore des choses à résoudre sur Terre. Tant que c'est pas résolu, elle ne sait pas partir vers la lumière en fait. Pour moi, l'âme, moi qui vois certaines entités, parfois des entités très anciennes, parce que j'ai une fois été confronté à un viking qui avait plus de 900 ans, ben, je pense qu'il y a plusieurs étapes vraiment dans le processus d'incarnation et de réincarnation. Alors vous parlez de blocage karmique, de problèmes qui viendraient de nos vies passées. Expliquez-nous comment vous procédez. Alors moi j'ai deux procédures différentes. La première, ce sont mes guides qui me disent voilà, ils me montrent des images en fait, et donc je vois des images d'une personne dans une autre incarnation. Je vois en fait ce que cette personne faisait et parallèlement mes guides me disent là il devait faire ça, il ne l'a pas fait. Et la deuxième procédure, c'est que tout simplement dans l'énergie de la personne, je vois ce qu'on appelle des bulles pensées ou des bulles images qui en fait me montrent des petites scènes de vie et je peux dire à cette personne voilà, je te vois marié avec un homme et en fait cet homme t'a soumise et en fait tu devais peut-être sortir de cette soumission mais tu n'as pas réussi à le faire. Donc dans la vie actuelle, dans ton processus d'incarnation, tu es dans un processus d'indépendance, donc ton travail consiste à ne pas te laisser soumettre par qui que ce soit. C'est vraiment des images que j'ai, soit je les vois de mes propres yeux, j'ai envie de dire ça comme ça, soit ce sont des formes pensées qu'on m'envoie en image mentale. Et les formes pensées sont beaucoup plus fréquentes que... C'est rare les gens chez qui je peux le voir vraiment de visu. Est-ce que l'on obtient des résultats probants? Alors oui et non, ça dépend. Ah. Je dis, c'est en fait que on peut aider les gens qui ont envie d'être aidés, mais il y a vraiment tellement de cas de figure et ce qu'on appelle des stratégies de vie, des stratégies d'auto-sabotage, d'autodestruction. Il y a des gens qui ont consciemment envie d'être aidés, mais inconsciemment, c'est pas aussi facile que ça pour eux parce qu'ils sont dans des schémas récurrents. Aujourd'hui, après, ça fait 23 ans que je pratique et 7 ans que la méthode Chrysalide tourne, je pense être à 70% de résultats probants. Ah bah quand même, c'est intéressant. Oui, quand même, et 15% de personnes qui nécessitent un besoin de revenir après 2 ans plus ou moins. Alors les personnes qui viennent vous voir sont dans quel schéma de blocage en général? Alors en fait, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir qui sont dans des blocages transgénérationnels avant toute chose. Maman travaille la soumission justement, c'est un des exemples les plus fréquents. Et en fait, dans l'image que j'ai de ma mère, j'ai vu toujours une femme soumise au mari. Et donc moi, dans mes propres schémas, je vais être soumise involontairement ou pas à mon mari. Ça, c'est un cas de figure très récurrent. Les poids transgénérationnels sont vraiment très forts. Et alors, les lignes transgénérationnelles, c'est-à-dire papa était médecin, je suis médecin, tu seras médecin mon fils. Et en fait, la personne fait médecine, mais en fait, elle voulait pas faire médecine, elle voulait faire, par exemple, mécanicien, j'ai des cas comme ça. Et donc voilà, en fait, on se rend compte à un moment ou à un autre qu'on est sur un tapis roulant, on avance, on se rend pas compte que c'est pas vraiment notre volonté, et puis un jour on est mal, on est malade ou on est mal, soit on est en burn-out, soit on a une maladie qui se déclare, soit on va au boulot avec les pieds de plomb, et là on se remet en question, et puis on va voir un praticien, un kinésiologue, médium ou autre, qui va désamorcer ça. En fait, tout simplement, ça se désamorce à partir du moment où la personne est plus en phase avec elle-même, parce qu'elle comprend pourquoi elle a fait des choix qui lui correspondent pas. J'ai toutes sortes de gens qui viennent me voir, des médecins, des avocats, des médiums, des thérapeutes, des maîtres Reiki, mais quel que soit le métier que les gens pratiquent, finalement,
Moi, dans la méthode Chrysalide, j'ai mis à jour une trentaine de processus d'incarnation. Il n'y en a pas beaucoup plus, en fait. Finalement, moi, je dis pas que je suis au bout de mes recherches, mais finalement, on est tous dans des schémas qui nous appartiennent et qu'on vit chacun différemment. Moi, je vais vivre la soumission différemment que vous, ou que différemment qu'un de mes patients, mais chacun le vivra de la manière dont il doit le vivre, tout simplement. C'est pour ça qu'il est important de penser par soi-même. De penser par soi-même et surtout de vérifier si ce qu'on pense est juste pour nous. Oui. Parce que il y a beaucoup de gens qui pensent penser par eux-mêmes. J'en ai fait partie jusqu'à il y a encore 3 ou 4 ans. Et en fait, je me rendais compte que je faisais des choses mais qui étaient guidées indirectement par soit mes croyances, soit par ce qui ferait plaisir à ma femme ou à mes enfants. Et finalement, c'était pas vraiment toujours pour moi. Je dis toujours, si tu veux être juste avec toi-même, il faut d'abord comprendre ce qui est bon pour nous, enfin ce qui est bon pour soi. Et c'est à partir de ce moment-là où on peut définir si ça résonne ou pas en nous. C'est le fondement, être juste avec soi, c'est fondamental. Hein. Oui, il faut se poser la question, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que j'adhère à tel concept? En fait, c'est ça, finalement. Est-ce que c'est bon? Déterminer ses valeurs, est-ce que ça va à l'encontre de mes valeurs ou pas? Déterminer son état, voilà, je pense à une idée. Comment cette idée c'est un petit truc que je donne souvent aux gens. Quand il y a un choix à faire, je propose aux gens en fait de prendre les 2 options du choix, ou les 3 si on a 3. Je prends la première, je me ferme les yeux, je réfléchis un peu dessus et je vérifie comment je me sens face à ça. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis pas bien? Est-ce que je suis neutre? Puis j'ouvre les yeux, je fais une petite coupure et je prends le deuxième et je vérifie. Et en fonction de ça, je vais pouvoir déterminer si la meilleure option pour moi, celle qui va me rendre le plus à l'aise, le plus en accord avec moi-même tout simplement. Mais juste avec soi-même, c'est surtout et avant tout savoir si ce qu'on fait ne va pas à l'encontre de notre philosophie de vie aussi. Et puis certaines personnes peuvent avoir le problème, est-ce que je ne trahis pas la parole de mes parents? Ça sont les croyances familiales et c'est embêtant parce qu'en fait, ce sont les premières personnes en général qu'on cherche à respecter, à ne pas déshonorer, dans un cas de figure classique, hein, parce qu'il y a des cas conflictuels. Et donc inévitablement, j'ai encore eu un cas la semaine passée d'une femme qui s'est rendu compte que le métier qu'elle fait, tout le monde le fait dans la famille, donc c'était naturel pour elle de le faire. Mais en fait, elle s'y retrouvait pas et elle a choisi une direction complètement différente. Ses parents ne lui ont plus parlé pendant quelques mois parce qu'ils se sentaient déshonorés. Et en fait, maintenant, elle se sent bien et donc naturellement, la communication revient parce qu'elle émane une énergie qui fait qu'elle est en accord avec elle-même. C'est le principe d'abondance. Hein. Elle émane une énergie qui fait qu'elle est en accord avec elle-même. Donc, ses parents voient que finalement, elle a choisi une voie qui lui convienne. Ils sont pas idiots non plus. Ils sont pas braqués non plus sur leur idée. Et donc, ils ont fait un pas vers elle et ça s'arrange. Mais le plus dur pour elle a été de se dire, mais ça fait des générations qu'on fait ça dans la famille et moi, je brise tout. Donc, elle avait peur de briser même pour des futurs descendants qui peut-être voudraient choisir cette vie-là. Mais voilà, ça c'est vraiment de nouveau une question de respect de soi et de respect des autres. On peut se respecter, mais il faut toujours respecter les autres aussi. Bien sûr. Quelque part, c'est aussi peut-être une prise de conscience qu'on est dans une expérience, je parle des parents, des enfants, on est tous dans une expérience, on apprend les uns des autres. Tout est en tout. Oui, c'est ça. Voilà, j'ai envie de dire ça, tout est en tout est en toi. Je dis souvent ça, mais on apprend de l'autre, on apprend de soi, l'autre apprend de nous, et en fait, on est aussi à une époque un peu charnière en ce sens où le XXe siècle était un siècle qui a connu pas mal de conflits et où les gens avaient plus besoin de sécurité. Donc en fait, c'était facile pour eux de reprendre le commerce familial ou de faire médecine parce que papa était médecin. Mais aujourd'hui, les gens ont besoin d'être utiles, de se sentir importants aussi, on va dire, peut-être pas forcément dans la société, mais aux yeux des gens. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ils ont un besoin de... C'est la première question qui vient chez moi. Je reçois quand même pas mal de monde et voilà, pourquoi tu viens me voir? Je viens te voir parce qu'en fait, j'ai besoin de faire autre chose, j'ai besoin d'être utile, j'ai besoin de me lever le matin en me disant, je vais faire quelque chose d'intéressant, je vais pas donner des médicaments, par exemple. Et en fait, c'est là où c'est intéressant parce que les gens se réveillent petit à petit. Après, c'est vrai que je dis toujours aussi que je suis confronté à ce genre de personnes, mais sur 10 personnes qui viennent me voir, à côté, il y en a peut-être 90 qui sont toujours sur leur tapis roulant, mais petit à petit, on avance. Quoi. Mais il faut pas, j'ai toujours été persuadé, il faut pas troquer qui on est pour faire plaisir parce qu'à un moment c'est sur nous que ça retombe. Et même si c'est hyper difficile, je l'ai vécu moi-même, de quitter un travail pour sortir de ma zone de confort pour aller vers quelque chose de complètement insécure. C'est très difficile, mais quand
on est motivé, quand on sait que c'est juste pour nous, inévitablement, à un moment ou à un autre, ça va nous retomber de manière positive dessus. Ah ouais. Et c'est pas parce qu'on va à l'encontre de ce que voudraient les parents qu'on n'aime pas les parents. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est difficile à percevoir aussi. Ouais. C'est difficile à percevoir aussi, mais de nouveau, ça dépend des générations, parce que c'est générationnel. Parce que ça va bien au-delà, finalement. Ça va bien au-delà, et en fait, c'est aussi un respect de... Parce qu'il y a des gens chez qui la communication va être brisée parce qu'ils se sentent brimés par leurs parents, et à partir du moment où ils arrivent à s'épanouir dans quelque chose, la communication renaît, puisqu'en fait, ils sont mieux et ils se sentent plus enfermés ou soumis, ni sous emprise, et ça n'a rien à voir avec l'amour. L'amour est complètement différent. L'amour est important parce que c'est, en tant que parent, moi, je guide mes filles vers où elles doivent être, mais quel que soit leur choix, l'amour reste quand même important. Ça donne la confiance en réalité. Mais c'est vrai qu'il faut un moment se demander si là où on est, c'est là où on veut être. Finalement, l'amour des parents, des enfants, c'est quelque part l'acceptation et la compréhension des uns et des autres. Alors pour moi, l'amour, c'est l'amour inconditionnel. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est j'accepte tes choix du moment qui te rendent heureux ou heureuse. Et je ne vais pas te donner des choix par défaut parce que je pense t'aimer en faisant ça et te montrer mon amour en t'imposant quoi que ce soit. Mais c'est difficile de nouveau parce que, je disais, c'est genre transgénérationnel, mais c'est un peu plus difficile pour des personnes de 40, 50 ans parce qu'elles ont vécu avec des parents qui ont connu les guerres et donc qui ont besoin de sécurité et ont besoin de transmettre ce besoin à leurs enfants. Mais en fait, ils se rendent pas compte que il y a des gens lucides, mais il y en a pas. Tout le monde n'est pas lucide. Ils se rendent pas compte qu'en fait, c'est de l'emprise et c'est pas de la sécurité. Ce qui ne veut pas dire laisser tout faire, quand on voit un enfant se détruire ou faire des choses, partir dans des travers pas possibles, bien sûr que là, il faut corriger. Mais quand il s'agit de choisir une voie, je parle du travail, enfin des choix, ça peut être un choix artistique, ça peut être multiples choix. C'est là où il faut comprendre qu'on ne peut pas devenir boulanger parce que le papa est boulanger, etc., etc. Mais la question à se poser, c'est de savoir si c'est une vocation ou si c'est un choix par défaut. Parce qu'avant de s'incarner sur Terre, l'âme, avant tout, va choisir la vocation. On pense souvent que l'âme choisit presque toute sa vie, mais elle choisit des grandes lignes, et puis je dirais qu'il y a 40-50% de choix et 50-60% de libre arbitre. Mais dans les grandes lignes, il y a déjà la famille dans laquelle on est, parce qu'elle va nous amener à travailler sur certaines choses. La vocation, dans la vocation, je serai vétérinaire, on l'est ou on l'est pas. La vocation, souvent, elle s'éteint vers 7-8 ans. Quand l'enfant se rend compte qu'en fait, le choix qu'il fait ou qu'il voulait suivre est peut-être pas à sa hauteur. Ça, c'est aussi lié à des blessures, souvent, parce que oui, tu es un bon à rien, oui, tu es incapable, oui, tu es nul à l'école, donc on se dit vétérinaire, c'est un peu dur, je vais faire éleveur d'animaux, c'est plus facile. Et souvent, la vocation s'éteint vers 7-8 ans, mais les vocations sont souvent brisées aussi par les parents. Mais non, ça va mieux de nouveau, comme je disais, ça va beaucoup mieux, on sort de ce schéma-là pour aller vers autre chose, mais c'est important de se demander si... Parce que je mettais un panneau sur Facebook ce matin qui disait le chemin le plus facile n'est pas forcément celui qu'on croit. C'est en fait ça, c'est parce que c'est facile de reprendre la boutique, mais est-ce que c'est ce qu'on a envie de faire finalement? David Mogiel, je vous propose de marquer un temps d'arrêt, on revient dans quelques instants. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour, la clé du mystère, deuxième partie, toujours en compagnie de David Mogiel, médium. Nous parlons de la méthode Chrysalide. Quand on analyse les choses, quand on a du recul, c'est là où on s'aperçoit qu'on avait des choix, qu'on a une voie à suivre. On s'en aperçoit souvent après un certain âge. J'ai pu remarquer ça aussi. La moyenne d'âge des gens qui viennent voir se situe entre 35. Mon travail est très spécifique, donc c'est vrai que j'attire une certaine catégorie de personnes, mais c'est souvent entre 35 et 50 ans. La plus âgée des gens qui sont venus me voir à 78 ans. Mais en fait, c'est vraiment une prise de conscience après l'installation de sa vie. C'est-à-dire, voilà, j'ai travaillé, j'ai fait mes études, j'ai travaillé, j'ai mon salaire, j'ai acheté ma maison, j'ai 3 enfants, ils grandissent et maintenant, qu'est-ce que je fais? Et en fait, à ce moment-là, les gens, ils commencent à se rendre compte qu'il y a un truc qui dérape dans leur quotidien. Ça, je me couche et j'ai pas le sentiment
d'une journée accomplie, je me lève le matin, ça va pas, je suis tout le temps fatigué, j'ai les pieds de plomb. Et en fait, à ce moment-là, ils se remettent en question. Mais on est aussi dans une époque où en fait, il y a beaucoup de sortes de praticiens différents. Donc c'est vrai que souvent les gens font un peu le tour de tous les praticiens pour essayer de trouver leur voie. C'est pour ça qu'à un moment, je me suis dit, il faut vraiment quelque chose de complet pour que les gens ne doivent pas aller partout. Je travaille avec 2-3 personnes qui ancrent le travail que je fais dans la matière, on va dire. C'est pas forcément régulier que quelqu'un sorte de chez moi en devant aller autre part. Mais souvent, ils font le tour pour avoir les réponses à l'extérieur, alors que finalement, elles se trouvent en nous, finalement. Bien sûr. Alors, je suppose que ces problèmes, pour certains, on les trimballe d'une manière récurrente de vie en vie. Oui. C'est ça le problème. Oui, c'est récurrent. Mais voilà, on a des épreuves, je dis bien épreuves parce que j'aime bien le mot expérience, mais il y a aussi des épreuves parce que tout n'est pas toujours facile à surmonter. Et en fait, dans une vie, on va vivre certaines choses. Peut-être qu'on va surmonter un tiers de ce qu'on devait vivre. Et donc, dans la vie suivante, on va travailler sur les 2 tiers qui restent. Et en fait, les expériences, on va toujours les vivre de manière différente. C'est-à-dire que, je dis toujours aux gens comme ça parce que je trouve l'exemple intéressant, on peut vivre les expériences sous forme de bourreau, de victime ou d'observateur. Et que ce soit d'une vie à l'autre ou dans la même vie. Et cet exemple est intéressant parce que j'ai eu un cas très spécifique de ça. J'ai connu quelqu'un qui en fait avait subi un compagnon infidèle et puis en fait elle a quitté ce compagnon, elle s'est mise avec quelqu'un d'autre et c'est elle qui avait été infidèle à ce nouvel homme. Et quelques mois plus tard, quand elle est venue chez moi, en fait elle venait d'assister à l'infidélité de sa meilleure copine vis-à-vis du compagnon de sa meilleure copine. Donc elle a vraiment eu les 3 expériences sous quelques mois. Et pourquoi? Parce que l'âme, elle va évoluer en fonction des émotions. Plus elle aura d'émotions, plus elle va pouvoir les travailler et donc évoluer. Et en fait, en vivant les 3 émotions différentes, l'âme va pouvoir, on va dire, compléter totalement son expérience et évoluer de manière plus efficace. Donc bourreau, victime et observateur. Alors, je prenais toujours un exemple un peu glauque avant, mais les gens me regardaient bizarre. Je disais toujours, on peut être bourreau, on peut être pendu, mais on peut être aussi dans la foule qui assiste à la pendaison, mais c'est vraiment l'idée en fait. Alors parfois ça se passe d'une vie à l'autre, j'ai été soumis dans une autre vie, je serai dominant dans celle-ci, et parfois ça se passe dans la même. Alors vous avez écrit plusieurs livres, je pense. Alors j'ai écrit 2 livres, dont un qui n'est plus disponible pour l'instant. Celui qui est encore en disponibilité pour l'instant s'appelle « Vivre sa spiritualité dans un monde matériel ». Et puis on a un qui arrive sur les enfants diamants, mais qui est en cours de correction. Et donc voilà, oui, c'est un livre que j'ai écrit parce que il y a quelques mois, j'avais été à une interview où en fait l'animateur me parlait de sa spiritualité et de sa matérialité, et me disait c'est pas cohérent, je peux pas gagner de l'argent en étant spirituel. Et je vais expliquer que si, justement, plus on est ancré sur Terre, plus les principes d'abondance vont se développer. Et du coup, suite à une conférence, comme j'avais une conférence de prévu, je me suis dit je vais écrire le livre. Et en fait, c'est un livre qui traite vraiment du sujet apprendre à vivre dans la matière pour pouvoir attirer à soi tout ce qui nous permet d'être juste et d'être bien. Parce qu'en fait, le principe d'incarnation est le suivant. L'âme va communiquer avec notre corps physique et s'ancrer dans la terre. Si elle n'est pas ancrée dans la terre, il y a un dérapement nouveau qui se fait. Et en fait, à ce moment-là, on ne peut plus rien attirer. La bulle énergétique va se fermer. Et donc, on ne peut plus rien attirer de positif. Donc, le travail sur l'ancrage est fondamental. Et j'ai toujours un exemple que j'aime bien, c'est la petite graine. On prend une petite graine. Elle va faire son réseau de racines, et une fois que les racines sont bien solides, elle va sortir de terre. Sans ça, elle ne sait pas tenir, elle ne sait pas vivre. C'est le même principe, en fait, le principe d'abondance, il est là. Être juste avec soi, être ancré dans la matière, parce qu'il ne faut pas fuir ses responsabilités. Et je l'ai vécu aussi, parce qu'il y a un moment de ma vie où les factures, c'était pas grave, on verra ça plus tard. Ça retombe sur nous à un moment ou à un autre. Donc voilà, quoi, l'idée. Oui, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. La tête dans les étoiles, effectivement. Et c'est à quelle maison d'édition qu'on peut trouver ce livre? À la mienne. D'accord. C'est ma maison Dara Chrysalide, parce que j'ai créé ma maison d'édition pour une raison toute simple. Je voulais pas qu'on m'impose quoi que ce soit dans mes textes. Donc le premier livre était publié autre part, mais j'ai annulé le contrat d'édition pour le reprendre chez moi. Et normalement, dans cette maison d'édition vont apparaître d'autres auteurs d'ici quelques mois, j'espère. Et donc c'est la maison Dara Chrysalide. Alors le livre, on le trouve un peu sur le net, il est facilement trouvable, ou dans certaines librairies. Et les enfants diamants, ça a un rapport avec les enfants indigos? C'est la suite. C'est la suite. C'est la suite. En fait, il y a eu les indigos qui étaient une sorte de
c'était une catégorie d'enfants qui étaient là avec des capacités latentes, j'en fais partie, mais qui avaient le choix ou non de les développer. Les diamants sont arrivés, eux, à partir de 98, et en fait, eux, ils n'ont pas vraiment le choix de les développer, elles sont là, leurs capacités. Vont arriver par la suite, et on rentre là-dedans, les émeraudes. En fait, les émeraudes sont des enfants qui seront beaucoup plus avancés, beaucoup plus évolués. Communément, on les appelle les enfants des étoiles. Ça, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Et en fait, eux, ils arrivent vraiment avec des capacités. Ils pourraient pas être fonctionnaires ou assistants de direction. Il faut vraiment qu'ils aillent dans un métier dans lequel ils peuvent être dans l'altruisme, dans l'aide et dans le transpersonnel. Mais les diamants, c'est en fait une phase intermédiaire entre les indigos et les émeraudes, puis il y aura les cristals, puis il y a eu les téflons, il y en a plein, des sortes de catégories d'enfants, mais les diamants sont vraiment un gros intermédiaire. Je dis toujours que les indigos sont les nettoyeurs, ils nettoient un petit peu, ils ouvrent le chemin pour les diamants, qui eux ouvrent les chemins pour le cristal, et comme on vit quand même dans une société un peu perturbée... Ah oui, c'est moi qu'on puisse dire. Et en fait, eux, ils viennent aider aux transitions, tout simplement. D'accord, c'est plutôt le chaos. Hein. C'est un peu le chaos pour l'instant. Mais c'est un passage obligé, hein. C'est l'apocalypse. Hein. Oui, on parle beaucoup de ce passage de la Terre, de la planète en 4e dimension. Oui, ben, disons, moi je pense qu'en fait, on n'y est pas encore tout de suite. Je pense pas que moi, de mon vivant, je le verrai encore. Alors, j'ai fait une émission avec Sébastien Caroubi, je ne sais pas si vous le connaissez, oui, j'ai vu. Voilà, j'ai entendu. Qui nous dit, lui, alors, il vit l'expérience, moi j'analyse les choses, hein. Il vit l'expérience, donc je pense qu'il sait ce qu'il dit. Il dit que c'est maintenant, et je lui ai posé la question suivante, parce qu'il me dit, ça va aller jusqu'à 2024, et je lui dis alors en 2024, il dit en 2024 il n'y aura plus de 3D. Donc Mais c'est vrai qu'on a un peu tous moi j'avais entendu cette émission, elle m'avait interpellé. Oui. On a tous un peu nos sources, notre manière de voir les choses, mais moi je me basais un peu sur tout ce qui touchait aux ères, aux différentes ères, et l'ère du Verseau ne commence officiellement qu'en 2130 je crois, et en fait ici on est entre la 3 et la 4 dimension, mais 4e dimension, mais tadada, ça me fait penser à la série. On est entre la 3e et la 4e dimension, et en fait donc la transition va prendre un peu de temps, mais il n'a peut-être pas tort, mais moi je ne sais pas donner de date, mais je pense pas qu'on puisse s'y entrer dans la manière dont les événements se déroulent aujourd'hui. Je pense que ça retarde un petit peu l'élévation de la vibration. Parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui les journées deviennent de plus en plus courtes, c'est très très rapide, il y a plein de phénomènes que l'on constate, et j'avais fait également une émission avec... des chercheurs en physique quantique, notamment, bon, je la cite souvent à cette antenne, Jacqueline Bousquet. On avait fait une émission sur la résonance de Schumann. La planète était à 7,5, maintenant elle serait à 16,5. Donc concrètement, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, on le voit, et c'est vrai que beaucoup de gens ressentent des perturbations reliées à ça, mais est-ce que c'est totalement déjà ancré, ou est-ce que c'est par période que la fréquence va augmenter ou diminuer en fonction des événements? Parce que n'oublions pas que les égrégores vont aussi, eux, rabaisser l'énergie et la vibration de la Terre. Donc ça veut dire qu'en fait, comme il y a de la peur pour l'instant, parce qu'on est un peu instable dans la société, il y a les attentats, il y a Trump qui est investi aujourd'hui, tout ça fait que les égrégores de peur sont nourris. L'égrégore d'amour est toujours nourri aussi, évidemment. Plus on va nourrir l'égrégore de peur, moins celui de l'amour sera, on va dire, puissant, entre guillemets. Et donc, à ce moment-là, la vibration pourrait un peu se rabaisser. Donc, pour moi, c'est fluctuant, en fait, la vibration de la Terre. Ça dépendra des énergies du moment. Et parallèlement à ça, c'est vrai que, on me disait déjà il y a quelques années qu'on rentrait dans la 5e dimension, mais... Est-ce que l'ère du Verseau ne correspondrait pas justement à la 5e dimension? Mais c'est pas impossible, effectivement, c'est pas impossible, parce que ce sera vraiment une ère de renouveau total où d'après les textes, Christian Berlands qui en parlait dans un livre qui s'appelait La symbolique d'Alcyone, je crois, mais en fait d'après les textes, on va passer dans une ère où il y aura plus de transcommunication, de connexion avec les autres planètes, avec les autres mondes, avec la communication par télépathie qui devrait normalement être beaucoup plus présente. Ça existe un peu, mais vraiment à une échelle très 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 minime. Donc je pense qu'à un moment quand on sera à la 4e, inévitablement la 5e va suivre. Ça va pas mettre 3000 ans, quoi. Oui, parce que justement Sébastien Caroubi me disait que la 4e dimension n'était qu'une transition, une adaptation, un genre d'apprentissage pour passer très rapidement à la 5e. Il disait que la 4e dimension durera à peu près 1000 ans. Je pense que pour moi, ça durera un peu moins, mais bon. Oui, 800 à 1000 ans, il m'avait dit.
approximativement, ça devrait durer entre 500 et 1000 ans maximum. Voilà, non mais tout ça, ça se tient quand même. Ça se rejoint, ça se tient. C'est vrai qu'il y a à l'époque où je faisais encore des canalisations, j'avais reçu l'information que l'équivalent de 24 heures passait aujourd'hui en 21h36. Oui, moi on m'a dit à 16h. Ah ouais. Ouais. Mais moi, je parle de ça, c'était en 2007, donc il y a Ah oui, oui. En 2007, oui. J'avais reçu que la journée en fait ne faisait plus 24 heures mais 21h36. Oui. Alors, ce qui est très rigolo, c'est qu'on a l'impression que encore depuis novembre dernier que ça s'accélère encore. Oui. Ah oui. Et tout le monde le dit. C'est ça, hein, du plus jeune au plus âgé, tout le monde dit. Mais ma gamine de 12 ans me disait dans la voiture avant d'arriver ici, elle me disait c'est fou depuis le début de l'année. J'ai l'impression que c'est passé à la vitesse grand V parce que il y a encore à peine un mois on était chez tes parents et on se disait ok on se voit le 20 janvier et je pensais que ce serait loin et puis finalement c'est directement là. Mais en fait oui, ça s'accélère et je me suis fait la réflexion ce matin quand j'ai vu qu'il faisait clair plus tôt. Donc oui, ça s'accélère beaucoup. Ça s'accélère beaucoup et on a du mal à faire les choses comme on le devrait. Ça, c'est fatigant. C'est fatigant, oui. Parce qu'on court dans tous les sens. C'est vrai. On est déçu de sa journée parce qu'on avait en tête de faire 4 travaux à distance, on en a fait que 3, et puis les gens s'impatientent aussi parce que ça s'accélère, donc les gens ont l'impression d'attendre plus longtemps qu'ils n'attendaient avant. C'est vrai. Et donc, moi j'aime bien ce processus parce qu'en fait c'est vraiment une nouvelle manière de vivre et de percevoir la vie. Et bon, malheureusement, on doit passer par ce qui occupe à se passer pour l'instant. C'est un nettoyage qui se fait d'une manière ou d'une autre. C'est ça. Mais une fois que ce sera fait, ce sera beaucoup moins de stress et beaucoup moins de fatigue, je pense. On s'aperçoit aussi que les gens voient de plus en plus de choses, sont sensibles et réceptifs à plein de phénomènes. Mais ça s'ouvre. Hein. Ah, ça s'ouvre vraiment. Ça s'ouvre parce que les vibrations changent, donc en fait... On change de fréquence. Il suffit parfois de s'élever d'une petite fréquence pour voir des choses qu'on ne voyait pas sur la fréquence inférieure. Oui, tout à fait. Et puis le soleil aussi. Le soleil, les astres sont plus lumineux. Le soleil est très lumineux, très blanc. Eh bien, dans les prophéties, ils disent que, et je l'ai réentendu il n'y a pas longtemps sur YouTube, ils disent qu'en fait, au moment où les événements de la fin du monde actuel arriveront, le soleil sera blanc au lieu de jaune. Ah mais il est blanc. Il y aurait beaucoup de phénomènes dans le ciel aussi. Ah oui. J'en ai constaté d'ailleurs. Nous aussi, il y a quelques semaines, dans notre campagne, là, on avait l'impression de voir des boules de feu dans le ciel, mais qui restaient figées. Et j'ai un ami qui a intervenu dans l'émission et qui est venu me voir. Il est très équipé. Il a des lunettes infrarouges et un laser, et on a vu des sphères lumineuses passer dans le ciel et des sphères qui suivaient. Il a flashé les sphères et certaines de ces sphères nous ont répondu. Eh ben, mon amie Elisabeth de Caligny, qui est passée il n'y a pas longtemps, je crois. Qui va faire une émission régulière ici. Ah, c'est chouette. Oui. Ben, elle fait plein de photos, elle, en fait. Je crois qu'elle m'avait dit qu'elle en avait plus de 20 000, je crois, sur son ordinateur. Ah ouais. Et en fait, il y a plein de choses, et elle nous a un peu initiés à ça, mais il y a plein de photos dans lesquelles on voit des sphères et ce genre de choses, et j'ai rarement levé ma tête au ciel. Moi, je suis un Bruxellois à la base, donc je suis très citadin, et je vis à la campagne depuis 5 ans maintenant, et en fait, c'est en arrivant à la campagne, j'ai commencé à observer le ciel parce que il y a moins de lumière, donc on le voit beaucoup mieux, et c'est vrai que je vois beaucoup de choses que je voyais pas ici à Bruxelles. C'est sûr. Est-ce que vous avez des projets? Plein. Alors par exemple, je suis occupé à créer un tarot qui va en fait être basé sur justement, pas forcément sur la méthode chrysalide, mais un peu plus centré sur tout ce qui touche au travail d'âme et de reconnexion à soi avec la coupure des blessures émotionnelles et des transgénérationnelles et karmiques. Bon, là j'ai une conférence, pour l'instant il n'y a pas grand chose parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées l'année passée, donc j'ai un peu le calmé de jeu. J'ai normalement une formation prévue à Lyon, développement des capacités énergétiques et médiumniques, une autre près de Perpignan. J'aimerais me reconsacrer un petit peu à ma chaîne YouTube qui compte déjà beaucoup de vidéos, je crois qu'il y en a près de 200, mais je voudrais un peu m'y remettre aussi. J'ai mon livre sur le diamant qui est en fait écrit depuis 2001, mais que j'ai laissé de côté. Je dois le reprendre et le recorriger. C'est en cours et j'espère le ressortir en avril ou en mai. Il y a plein de petits projets comme ça qui font que la journée repasse bien vite. Ouais, les journées de 16 heures. C'est sûr. Du coup, à un moment, on peut se dire que quand elles feront plus de 12 heures, on peut se dire qu'il faudra 2 journées en une. Oui, exactement. Pour arriver au bout, on dormira plus à ce moment-là. C'est sûr. Est-ce que vous auriez un message à adresser aux auditeurs?
J'ai plein de messages à adresser, mais en même temps, je me dis parfois qui je suis pour pouvoir adresser des messages, parce que finalement, le premier message que j'ai envie de dire à tout le monde, et que je dis quasi à tout le monde, c'est écoute-toi avant toute chose, parce que c'est en t'écoutant que tu t'entendras, et ça peut paraître excessivement banal, et pourtant, je remarque que peu de gens sont à leur écoute, et se demandent en fait qui, quoi, comment, et je dis souvent aux gens, pour t'écouter, ne te pose pas de questions, mais cherche des réponses, et la différence est vraiment flagrante, c'est que toutes les questions telles que le pourquoi, le comment, le mental en fait va les tourner en rond et n'apportera jamais de réponse. Et en fait, au lieu de se dire pourquoi je vis cette situation, la question idéale serait plutôt qu'est-ce que je dois tirer de cette situation, parce qu'en fait là on va chercher une réponse plutôt que de laisser le mental tourner en rond. Donc si tu veux t'écouter, apprends simplement aussi à accepter que tu as des choses à te dire. C'est vraiment une des choses que j'ai envie de dire à tout le monde, quoi. Exactement. On peut vous retrouver sur Internet ? Alors, on peut me retrouver sur Internet, sur YouTube, chez moi à la maison. Mon YouTube, c'est David Mogiel. Mon Facebook, c'est David Mogiel. Par contre, mon site, c'est Mezaël, parce que c'est mon nom d'âme que j'avais employé à un moment ou à un autre. Donc, Mezaël, M comme maman, E-Z-A-E-L comme Laurence. Et je fais des consultations par Skype, à domicile. Voilà. D'accord. J'ai rempli de nouveau. David Mogiel, merci d'avoir participé à la clé du mystère sur Fréquence Évasion et bonne chance pour la suite en tout cas. Mais merci beaucoup pour l'invitation et peut-être à bientôt, ne sait-on jamais. Au revoir. Fréquence Évasion.